matin. Le journal de 8h est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Un nouveau rêve amazonien, c'est par ces mots que 8 pays sud-américains réunis en sommet encore aujourd'hui définissent l'objectif de leur alliance inédite annoncée hier. Parmi eux, le Brésil, un Brésil qui peut s'appuyer sur de bons résultats en matière de déforestation, même s'il reste des angles morts, Delphine Schiltz. La déforestation en Amazonie au Brésil a été divisée par 3 le mois dernier par rapport à juillet 2022. Même s'il faut attendre un bilan annuel, ce chiffre est le signe d'un changement politique radical opéré par Lula. Sous la présidence de Jair Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne avait bondi de 75%, comme le rappelle Catherine Aubertin, économiste de l'environnement. Lula a reconstruit tout ce que le président Bolsonaro avait détruit, c'est-à-dire des organes de coopération et de concertation qui réunissaient les ministères, les ONG, les associations amérindiennes et autres. Il s'est engagé à créer de nouvelles aires protégées. Il a également reconstruit la police de l'environnement que le président Bolsonaro avait désarmée. Mais ce réengagement est loin d'être suffisant pour faire du Brésil un leader pro-climat. Dans le Cerrado, près de 11 000 km² de savane tropicale ont disparu l'an dernier au profit de la culture du soja, alors que cet écosystème retient massivement le CO2. Le Brésil maintient également un projet d'exploitation de pétrole à l'embouchure de l'Amazone. Delphine Schiltz pour Europe 1. Pendant ce temps-là, en Europe, les forêts s'embrasent. Nouveau bilan des incendies actifs depuis 4 jours au Portugal. 10 000 hectares sont partis en fumée, tandis qu'en France, 5 départements sont en alerte orange. Les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault. Europe 1, 8h03. 3 policiers du RAID sont toujours en garde à vue ce matin à Marseille. 2 autres ont été libérés hier soir. Les suites de l'enquête sur la mort d'un père de famille touché par un tir de flashball qui aurait provoqué une crise cardiaque selon les résultats de l'autopsie hier. Une nouvelle affaire pour la police marseillaise et sa gestion des nuits d'émeute le mois dernier. Après le cas Eddy, les forces de l'ordre ont parfois aussi été impliquées dans d'autres dossiers dans la cité phocéenne, dont certains, Stéphane Burgat, remontent à l'époque de la crise des Gilets jaunes. Oui, cette photo qui suscite alors l'indignation, le cuir chevelu balafré d'une jeune femme de 19 ans passée à tabac par des policiers en civil en marge des violences avec les Gilets jaunes alors qu'elle rentrait simplement chez elle. Dossier classé sans suite avant d'être réouvert cette année. Même période, Zineb Redouane, une octogénaire, est touchée au visage sur son balcon par un tir de grenade lacrymogène. L'IGPN conclut à une faute de 2 CRS, mais sa demande de renvoi en conseil de discipline ne sera pas suivie et le dossier reste ouvert. Avril 2021, c'est une vidéo cette fois qui crée la polémique. Lors d'une interpellation, des agents de la BAC frappent et gazent un couple. Le jugement est prévu à la rentrée. Dans l'attente, Maître Thomas Hugues s'interroge sur un système policier incapable de se réguler. S'il y a un ménage à faire, il faut savoir le dire. Voilà. Le problème, c'est l'IGPN. C'est-à-dire que vous donnez à des policiers des pouvoirs d'enquête sur des collègues. C'est comme si c'était les parents qui enquêtaient sur leurs enfants. Il y a tellement une omerta et une protection naturelle entre eux qui font que on arrive à ces enquêtes bâclées. Du côté des forces de l'ordre, on souligne que les policiers font eux aussi face à une explosion des violences, avec en début de semaine l'agression ici d'un policier hors service qui a dû faire usage de son arme pour échapper à ses agresseurs. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Lui est sorti de garde à vue hier à Forbach en Moselle. L'homme accusé par son épouse de l'avoir séquestré, violé et torturé pendant 12 ans a été relâché par le procureur qui évoque une plainte qui relève, je cite, d'une réalité inexistante. Aucune trace de violence n'a été retrouvée sur la plaignante qui se trouve toujours à l'hôpital. Dans l'actualité également, cette question, dissoudre les soulèvements de la terre et donner raison au décret de l'État ou alors le suspendre. Le Conseil d'État a auditionné les 2 parties hier. Début de l'examen du recours déposé par le collectif écologiste après la procédure lancée par le gouvernement. Elle faisait suite aux violentes manifestations du mois de mars à Sainte-Soline contre le projet de méga-bassine. Alexandre Chauveau, la décision du Conseil d'État sera connue d'ici la fin de semaine ? Oui, décision mise en délibéré hier soir après 2h45 d'audience. Chacune des parties a pu développer ses arguments. Les représentants de l'exécutif expliquent que la seule incitation à commettre des violences suffirait en soi à justifier la dissolution des soulèvements de la terre. Le collectif de son côté se défend de toute provocation et dénonce des amalgames entre ses militants et les casseurs. Ils accusent également l'exécutif de se tromper de cible en ayant décidé leur dissolution plutôt que d'agir contre le réchauffement climatique. Basile Dutertre, porte-parole du collectif. L'urgence pour le gouvernement ne semble pas être de se conformer aux décisions du Conseil d'État qui l'a condamné pour inaction climatique, mais de réprimer le mouvement écologiste par cette mesure de dissolution liberticide.
Aujourd'hui, c'était la première manche d'une longue bataille juridique et on ne va pas se laisser intimider par ces procédures administratives. Les soulèvements de la terre récusent enfin l'expression d'écoterrorisme employée à l'époque par Gérald Darmanin pour les désigner. Un autre recours est déjà prévu si celui-ci venait à ne pas aboutir. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. On en vient à la crise au Niger où l'éventualité d'une intervention militaire contre la junte qui a renversé le président Bazoum s'éloigne encore un peu plus. Ouais, c'était la menace brandie par la CEDEAO depuis une semaine. Le bloc ouest-africain qui déclare désormais que la diplomatie est la meilleure voie à suivre. Une preuve que les putschistes s'installent de jour en jour, selon le journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique Antoine Glaser. Plus le temps passe, plus c'est évident que la junte s'installe, et surtout s'il y a un gouvernement civil avec en particulier ce Premier ministre et s'il y a des nominations d'autres ministres qui sont estimés des populations et qui leur font confiance. À partir de ce moment-là, c'est vrai que ça sera beaucoup plus difficile d'avoir une intervention militaire. Et les jours s'égrènent, on voit que plus le temps passe, plus finalement ceux qui sont favorables à l'intervention militaire risquent petit à petit d'être mis eux-mêmes en minorité par rapport à l'ensemble des décisions des Occidentaux et surtout du soutien des Occidentaux, mais surtout même au sein des pays d'Afrique de l'Ouest. Antoine Glaser au micro européen de Caroline Baudry. C'est le plus grand bateau de croisière au monde selon ses constructeurs. L'icône des mers a vu le jour sur le chantier naval de Turku en Finlande. Rapide fiche technique. Il fait 5 fois la taille du Titanic, 250 000 tonnes et pas moins de 7 piscines. Les ONG environnementales dénoncent déjà un monstre écologique. À défaut de monter à bord de l'icône des mers, vous allez peut-être faire un tour au cinéma aujourd'hui. C'est mercredi, jour de sortie, avec notamment le film Gran Turismo. On vous laissera juger de sa qualité. Les critiques sont mitigées pour le moment. Il est en tout cas le symbole d'une mode, l'adaptation d'un jeu vidéo sur grand écran avec un avantage pour les studios, Marie Jiquel, un marketing bien plus facile. C'est parti! Super Mario, Tomb Raider, Resident Evil ou aujourd'hui Gran Turismo. C'est plus facile avec un joystick, hein? Même si vous n'avez jamais manipulé les boutons d'une manette, vous connaissez leur univers. Ça a commencé vraiment avec l'époque, avec les Resident Evil en 2002, avec Paul Wes Anderson. Des adaptations au cinéma, parfois loin d'être des succès, mais leur production coûte moins cher puisque les studios ont déjà l'intrigue, les personnages ou les décors. Julien Dumont, le directeur du musée du cinéma et des miniatures de Lyon. Maintenant, c'est un peu dans l'air du temps de reprendre une fanbase qui existe déjà, qui fonctionne, et les studios sont un peu plus rassurés, je dirais, en proposant des films comme ça. Ils parlent déjà à une communauté entre guillemets conquise, donc c'est beaucoup plus simple pour marketer le film. Un modèle économique solide, le film Super Mario, sorti au printemps dernier, a dépassé le $1 milliard de recettes. Alors certains studios de jeux vidéo développent leur studio de cinéma, comme la filiale de Sony PlayStation Productions, qui adapte les jeux du petit au grand écran sur lequel apparaissent quelques consoles. La boucle est bouclée. Marie Jiquel pour Europe 1. Dans le journal de Victor Pourchet. Merci Victor.